Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Donc nous retrouvons aujourd'hui Sébastien Lély, président de l'INRES et rédacteur en chef du magazine Inexploré, qui était venu dans un précédent épisode nous parler de ses propres expériences étranges qu'il a vécues dans l'adolescence. Et aujourd'hui, nous allons parler au réalisateur et plus particulièrement voilà, de votre documentaire Perdu entre ciel et terre. Bonjour Sébastien et merci pour Bonjour votre Audrey. disponibilité. Merci à vous de m'inviter pour ce podcast en deux parties. Je suis heureux de continuer l'interview avec des questions sur l'un de mes films, je crois. Oui, c'est ça. Donc ce documentaire-là que vous avez fait autour de la santé mentale, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce documentaire, donc perdu entre ciel et terre? J'ai reçu un jour plusieurs lettres d'un cher Bruno qui se confiait à moi avec, comment dire, finesse, humour, sensibilité, questionnement, ouverture d'esprit aussi, euh, sur ses expériences de dépersonnalisation. Euh, C'était assez étonnant parce il se disait comme mort et vivant à la fois. Il ne se enfin, il avait du mal à se reconnaître en se voyant le matin dans le miroir. Et il avait l'impression d'être à l'extérieur de son corps. Et il racontait ça dans différentes lettres et me laissait apercevoir une possibilité de guérison, notamment en évoquant une séance d'hypnose qu'il avait faite un jour où il s'était senti revenir dans son corps et avait retrouvé pleinement quelque part voilà, ses ressentis, hein. Il avait ressenti cette incarnation qui lui manquait depuis quelques années. Et en le lisant, j'ai été touché par sa version, par son texte, par son témoignage, et je me suis dit: «Tiens», bah, à l'époque, je réfléchissais justement, à la fois à des documentaires, des idées un petit peu neuves, un petit peu nouvelles, et puis aussi à des films de fiction parce que j'avais, l'ambition à l'époque d'écrire, voilà, certains films, autour de l'extraordinaire, et je me questionnais justement sur son expérience. Alors je m'étais dit: «Bon, bah, on va aller le voir, il est pas loin, il est à Orléans». Donc j'ai pris ma voiture, j'ai embarqué un ami cadreur et je me suis dit: «Bah, allons l'interviewer et puis on verra bien ce qui ressort». Et puis on est resté, plusieurs heures avec lui, il s'est confié au micro, avec extrêmement de pudeur, une forme effectivement de désincarnation presque, enfin une difficulté à être ancré dans la matière, et ça m'a énormément questionné effectivement. Est-ce que, l'étiquette justement, la pathologie qu'on lui avait, étiquetée, était la bonne? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire ou un décryptage, plus spirituel, plus lié à l'invisible qui pouvait se jouer? Ça a été mon questionnement et je me suis dit: «Bon», j'ai dérushé des heures d'interview et je me suis dit, «C'est un petit peu dommage de s'arrêter là quand même, c'est une sacrée expérience. On va le suivre, il va mener son petit chemin et puis on n'est pas quelques semaines, quelques mois près, donc on va voir comment justement son trouble évolue». Lui était désireux quelque part de rencontrer justement des professionnels, on va dire des praticiens de l'extraordinaire, hein, que ce soit hypnose, chamanisme, et cetera. Et donc, je me suis dit: prenons le temps de voir comment tout ça évolue», et c'est ce qui a donné, ce film. On a mis, 7 ans, je crois, à le terminer. On l'a accompagné pendant 7 ans et au bout de 7 ans, ben, voilà, ça a été, une expérience riche d'enseignements. On est passé par, un psychiatre, par, voilà, un spécialiste de l'hypnose, par une chamane, par même 2 psychiatres qui ont encadré, Bruno pour réellement aussi se confier à nous, et puis on a même une médium, une channel qui est intervenue à la fin de ce film pour partager un petit peu justement le sens de son histoire, et
Et pour moi, c'était, avant tout une aventure humaine, en fait. J'ai découvert un personnage qui était, voilà, qui avait vécu un trauma, hein, durant l'enfance et puis, qui du jour au lendemain, bah, ne se sentait plus dans son corps. Alors est-ce qu'il était, dissocié comme on peut le dire, dans le cadre de la médecine? Mais qu'est-ce que c'est que la dissociation? Et pourquoi il se mettait à avoir une sorte de pas de double vie, mais de double monde, en fait, avec un monde qui lui parlait, puis un autre plus matériel dans lequel il était enfermé. Et ça a été un petit peu le sens de notre enquête. J'ai partagé cette aventure avec, mon cadreur, hein, qui m'a suivi, pendant des années et on s'est questionné à n'en plus finir sur ce sujet et voilà, ça a donné Perdu entre ciel et terre, le film que vous connaissez donc. Hmm. C'est un très beau documentaire et ce qui ressort justement, je trouve, c'est cette aventure humaine. Bah, ouais, ouais, moi c'est vrai que j'ai conçu ce film comme ça. On reste vraiment dans sa tête, hein, durant ce film. On est vraiment, proche de lui en termes de captation vidéo, même artistiquement parlant et j'ai eu envie de lui donner la parole, de se dire: «Voilà, que vit cette personne?» Est-ce qu'on s'intéresse justement à son vécu, à son tunnel de réalité? Ou est-ce qu'on est là pour, poser des diagnostics, pour, prétendre savoir, tout sur justement ce qui se joue sur quelqu'un d'autre que nous? Et l'idée de ce film, ça a été de pénétrer justement son tunnel de réalité, de comprendre son histoire, les rouages de son histoire, pour justement que se révèle une autre explication, une autre vision de son trouble. Et c'est vrai que, bah, voilà, c'est quand on est finalement au plus proche de l'humain qu'on se met à découvrir que, bah, certains phénomènes sont peut-être pas, que ce que l'on croit. Et c'est vrai que dans l'ordre de la dissociation, il y avait des questions autour de la sortie de corps, de la présence de l'âme, en quoi on est incarné ou non, dans notre corps. Il y a eu la question évidemment très chamanique du recouvrement d'âme, qu'est-ce que ça signifie? Bah, tous ces sujets-là sont arrivés au fil des jours et ça a été, ouais, une incroyable aventure humaine, ça on peut le dire. Ouais, en tout cas, ça ressort bien euh, et je trouve que ce qui ressort bien aussi en tant qu'infirmière en santé mentale, c'est vraiment ce qu'on retrouve chez de nombreux patients qu'on peut voir, c'est cette quête de sens, cette quête de réponse en fait. Voilà, voilà, dans le documentaire, on sent bien ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'il témoigne cette reconnaissance comme ça a été fait, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à lui justement, à son histoire et à comment il vit les choses et comment il essaye de les intégrer et tout ce qu'il essaye de faire par lui-même aussi, hein, dans cette quête qui est la sienne, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Alors lui, avait la chance de s'être filmé pendant des années pour essayer de comprendre. Il nous partage ça justement dans des vidéos. Enfin, on s'est mis à fouiller, nous, en tant que réalisateurs, là, ces VHS pour essayer de comprendre son histoire et on a remonté le fil, et on essaie de partager justement ces morceaux d'histoire et de son histoire dans le film et on se rend compte qu'il lui est tombé quelque chose sur le coin de la tête, qu'il a jamais réussi à comprendre réellement ce qui se jouait et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été, presque tragique, en fait, de découvrir ça parce que je me suis dit, hem mais est-ce possible réellement de laisser quelqu'un de côté, en fait, comme ça, avec ses questionnements, avec, sa «pathologie» entre guillemets, et de lui dire, parce que c'est ce que les médecins lui ont dit, hein: «Ah bah, ce trouble dissociatif-là, vous pourrez jamais le guérir. Donc c'est fini, vous allez devoir vivre avec». Ça voulait dire quoi pour lui? C'est ça qui nous a intéressés et c'est vrai que au delà du trouble en lui-même, ce qui était le sens de son existence, c'est essayer de comprendre, en fait. Et nous, voilà, on l'a aidé comme on a pu à le mettre en lien avec des personnes qui ont pu peut-être, non pas le soigner et soigner sa pathologie, qui est aussi, propre à son histoire, propre à son chemin de vie, mais l'inviter à mettre du sens, hein. C'est ce que la Chanel aussi, fait très bien à la fin de ce film et c'est important en fait et c'est vrai que ça a été une grande leçon aussi pour moi parce que, au départ
je me suis laissé effectivement bercer par ses propos et j'étais dans une pleine écoute et à un moment, je me suis dit: Mais oui, l'explication, elle est là. Si on voilà, si on le met en lien avec une chamane et qu'on peut réellement, faire un recouvrement d'âme, bah, c'est sûr, ça va marcher». Et on s'est rendu compte que oui, ça a marché un court instant, mais il y avait aussi, hem voilà, une forme d'intégration, qui lui était propre, une acceptation aussi, de son histoire, de là où il en est, voilà, qui était en lien avec ses choix très, très personnels et qui, voilà, demande un réel travail, qui prend du temps aussi. C'est un processus graduel et ça, bah, finalement, c'est de l'ordre du chemin de vie et le chemin de vie, il est propre à chaque individu et ce qu'on peut faire justement pour accompagner les autres, c'est essayer de les aider à trouver du sens, de les accompagner, de s'intéresser aux liens justement humains, parce que c'était une aventure merveilleuse de rester en lien avec, Bruno pendant tout ce temps et puis, le reste, bah, ça voilà, ça Mm. appartient à chacun. Tout à fait. Et quelle est la différence, voilà, après avoir passé ces 7 années avec lui, entre le normal et le pathologique, hein? Il y a de nombreux médecins qui disent que la frontière entre les deux est très mince. Moi, je suis pas médecin, donc je vous partagerai mon ressenti qui n'est qu'un ressenti, celui du réalisateur effectivement pour le cas qui nous concerne. Mais je pense que, en général, la réalité, elle est vraiment, comment dire? Elle est multiple, elle est multifactorielle et c'est vrai qu'en fonction du regard qu'on peut porter, on a souvent un décryptage qui peut être un tout petit peu différent et ce que je me suis rendu compte, c'est que cette, différence quelque part de lunettes, hein, qu'on porte sur le monde peut nous aider à enrichir en fait, justement la voie d'accompagnement, la voie de sens et cetera et c'est ça qui nous manque. C'est pas, de dire: «Tiens, on va remplacer, l'étiquette d'une pathologie par, un nouveau terme qui est, plus spirituel ou plus, je ne sais quoi» et qui va, quelque part éliminer le sens profond du cadre déjà bien posé en matière de santé. Non, mais par contre, il peut y avoir un complément riche de sens qui nous aide à percevoir la réalité de manière un peu plus riche et et ça nous aide vraiment à accompagner, en fait, ces gens et à pas les stigmatiser. À pas dire, par exemple, à quelqu'un: «Bah, vous êtes foutu», alors qu'il a 18 ans. C'est ce qui lui est arrivé et c'est profondément maladroit et c'est un professionnel de santé, malheureusement, qui lui a confié cela et finalement, je pense que cette vision extraordinaire ou spirituelle, elle vient révéler notre humanité. Elle vient nous dire: «Voilà, quel est le sens de ce que tu vis? En quoi il est relié à ton histoire? Et comment tu peux évoluer, grandir de manière peut-être graduelle ou non, faire tes choix justement avec d'autres praticiens qui, voilà, portent une vision différente de la réalité. Et l'un n'empêche pas l'autre, justement. On a fait Bien sûr, collaborer des psychiatres bien sûr. avec une chamane. Et c'est là, en fait, où ces passerelles, elles peuvent aider finalement à des voies nouvelles, à une approche holistique de la médecine, et où les praticiens, voilà, sous couvert évidemment des médecins et des psychiatres qui encadrent les patients, peuvent aussi conseiller, bah, ces mêmes patients à expérimenter d'autres choses quand le cadre s'y prête et je pense qu'il s'y prête quand on dit à quelqu'un, bah, voilà, la voie que je vous propose, c'est une voie sans issue». Bon, bah, évidemment, ce cher Bruno qui lui était désireux de Bien comprendre et sûr. d'expérimenter, bah, il a choisi une autre voie, enfin il a en tout cas tenter d'autres choses et c'est ce qui a donné ce film et ce beau témoignage. Mm. Et c'est ça justement que je trouve intéressant, c'est justement cette association entre visible et invisible, entre professionnels de différentes catégories, euh, au service de la personne et de sa souffrance finalement. Bah, ouais, hem, nous, c'est vrai qu'on avait une position un petit peu différente parce que, moi, j'étais pas professionnel de santé, comme je l'ai dit et la seule chose que je pouvais faire, c'est justement essayer de créer des liens. De créer des liens entre un psychiatre qui avait, une vision plus ouverte de l'existence, entre une chamane qui, voilà, a passé du temps avec ce cher Bruno et qui, voilà, s'est dit, bah, ce qu'il lui faut, c'est un recouvrement d'âme. Hem et donc on l'a expérimenté, on a beaucoup appris et on s'est rendu compte justement que c'est quoi un recouvrement d'âme, par exemple? C'est finalement, faire la paix avec certaines mémoires
pour finalement les recoller, les accueillir, les intégrer pleinement dans notre être et dans notre chair. Et c'est sans doute ce qui donne aussi ce côté un petit peu dissociatif qui lui était très, 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 très fort. Mais voilà, pour recoller tous ces morceaux, bah, nous, on était un petit peu, par les contraintes du film et par d'autres choses, dans un enthousiasme très, très, débordant. Et on s'est rendu compte que c'est un processus qui est long, qui peut demander plusieurs séances, qui appartient aussi, au choix de la personne. Et malgré, voilà, comment dire? Ce décryptage de la réalité qui, je pense, voilà, fait pleinement sens, bah, il y a aussi, ce parcours de soins, qui prend du temps et voilà, qui est propre à chacun encore une fois, hein. Dans nos cultures, en fait, on dit que le mental peut tomber malade. Donc ça sous-entend hein, qu'il pourrait être sain. Dans les cultures orientales, le mental serait une maladie. Il ne peut pas être sain. Hein. Les bouddhistes, les taoïstes, ils nomment notre mental le singe de l'esprit. Donc l'esprit humain serait comme un singe avec du point de vue de ces traditions, la plupart des gens n'ont aucun contrôle sur cet esprit. Le singe est devenu fou et il parcourt, il crie, voilà, il est dans le chaos. J'imagine que vous connaissez cette métaphore. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ouais, évidemment, c'est vrai que dans certaines traditions, on dit qu'on devient sage que quand on est passé par l'errance et par la folie. On est même peut-être tous un peu psychotiques, chaque soir, hein, quand on regarde nos rêves. Certains psychiatres justement le disent bien. Bah, c'est pas très clair et c'est pas très net non plus. Donc, voilà, selon, certains philosophes, effectivement, la folie pourrait être quelque part l'enfantement d'une conscience supérieure et là-dedans, il y a quelque chose d'effectivement assez confrontant parce que ça nous paraît complètement antinomique, en fait. Associer folie et conscience supérieure, c'est quelque chose d'impensable et je pense que là-dedans se cache une petite nuance aussi, c'est effectivement, ce qui va être de l'ordre de l'expérience, mystique, psychospirituelle vécue par, quelqu'un qui, voilà, qui a une relation, plutôt saine et la moins possible pathologique avec l'existence, de personnes qui sont peut-être «coincées» entre guillemets dans cette folie, hein et coincées dans un état effectivement où, certaines, zones cérébrales et ça on l'a vu aussi avec un neuroscientifique qui a, passé au crible, le cerveau de ce cher, Bruno et qui nous a montré que ces états, heu, de conscience étaient très singuliers, très particuliers. Et ils étaient presque un petit peu coincés justement dans un certain état comparable, effectivement, avec des moments de méditation ultime ou de détachement ultime de l'existence. Sauf que lui, c'était pas un moment de 15-20 minutes, C'est ça. c'était un moment extrêmement prolongé, depuis, près d'une trentaine d'années. Alors comment en sortir? Bah, c'est là toute la question. Et effectivement, c'est là aussi où il existe, bah, un cadre posé par les professionnels de santé qui, voilà, révèlent une pathologie, et c'est une réalité aussi quelque part. Il faut pas, confondre, je pense, ces 2 dynamiques-là, mais ce qui est intéressant, c'est de faire ce pont pour nous dire: «Et si finalement il n'y avait pas d'autres techniques, d'autres méthodes, d'autres façons de voir, d'autres biais de lecture?» pour peut-être, ne pas dire effectivement: «Bah, la folie, c'est un état, vous y restez, c'est terminé». Alors parfois il y a des lésions cérébrales ou des choses qui sont très, hem très rationnel, très factuel, de l'ordre de la biologie et voilà. Mais lui, par exemple, ce Charbonneau, c'était de l'ordre de son histoire, de son vécu et donc il y avait, quelque chose de l'humain, en fait, qui se jouait, de l'accompagnement et c'est là où je pense qu'il y a énormément d'enjeux effectivement, à l'avenir parce que quand on vit une expérience extraordinaire, quand elle n'est pas écoutée, quand on vit une expérience extraordinaire, voire aussi une forme de nuit noire de l'âme, hein, j'en avais parlé, dans le précédent, échange qu'on a eu ensemble. Bien se joue tout un tas d'enjeux, en fait, spirituels très profonds qui peuvent nous faire bifurquer, en fait, dans une voie ou dans une autre et l'intégration est quelque chose d'extrêmement nécessaire et qui doit se faire aussi dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent et pas des années et des années après. Ce qui était le cas de Bruno et ce qui a sans doute joué aussi sur sa capacité à se à se réconcilier avec certains vécus, certains traumas, certaines, mémoires et ce qui l'a enfermé quelque part dans une, pathologie.
Bien sûr, et c'est Stanislas Grof, hein, le fondateur de la psychologie transpersonnelle, qui explique que certaines personnes ont des difficultés à intégrer des ouvertures spirituelles parce qu'elles ne possèdent pas la structure psychologique pour supporter en fait ce genre d'expérience, hein. Bah ouais, vous savez, le meilleur moyen en fait d'accueillir quelque part ces expériences, c'est d'être enraciné, c'est d'être ancré, c'est de vivre aussi, d'avoir les pieds sur terre, hein, de vivre pleinement dans notre monde. Et on vit dans une société où on est extrêmement réfugié dans le mental, où on est extrêmement désancré justement de notre corps, de nos pieds, de cette réalité. Et ça peut créer une sorte de fuite en avant, en fait, une fuite en avant qui nous maintient dans une forme de, à la fois de délire au sens, folie du terme, et à la fois effectivement dans une traversée où l'extraordinaire est aussi très présent. Donc je pense qu'effectivement, l'un des points essentiels pour, bien accueillir l'extraordinaire, c'est déjà de travailler sur l'ici et maintenant, et de se sentir pleinement dans son corps. Sans quoi, effectivement, on s'ouvre aussi, heu, bah, voilà, à des rencontres dans le monde de l'invisible qui ne sont pas forcément très heureuses non plus, voire à des expériences de folie qui nous détachent complètement de la réalité. Et si on est là, moi je le crois intimement, c'est aussi pour vivre dans cette matière-là, hein. C'est à nous de spiritualiser cette existence, et pas rester, flyé, perché, dans un coin de dans un coin de l'univers. Tout à fait, alors là je vous rejoins à 100%. Et pour la question d'après, d'ailleurs, ça va, vous devancez à peine mes questions, c'est marrant. Euh, je vais juste rappeler déjà un peu ce que c'est que la santé mentale pour l'OMS. Donc la définition, c'est la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Elle a une valeur en soi et en tant que facteur favorable, elle fait partie intégrante de notre bien-être. Donc dans nos sociétés où justement, comme vous disiez, hein, le mental, le faire prédomine, hein, on a toujours une activité, que ça soit physique, que ça soit émotionnel ou cérébral, il y a voilà, on est toujours en train de courir, et puis dans une autre société où finalement l'actualité engendre des peurs, de l'anxiété, voire de l'éco-anxiété, et sachant que les troubles psychiques les plus fréquents sont les troubles anxieux, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, voilà. Serions-nous malades d'une société à laquelle les personnes ont de plus en plus de mal à s'adapter? Bah, sans doute, c'est vrai qu'on a, nous-mêmes, je crois qu'on vit dans une société qui a la fâcheuse tendance, voire la pathologie, à tout étiqueter. Et donc, à quelque part, effectivement, on dit que la santé, c'est l'absence de maladie, mais on est en référence de plus en plus, et on considère quelque part, la maladie comme tellement omniprésente qu'on est, obsédé aussi par elle. Et on oublie peut-être effectivement à s'intéresser à des choses qui favorisent le sens de l'existence, le chemin, hem et sur le chemin de la vie, ben, on a besoin de spiritualité, et l'OMS, vous en parliez, le reconnaît aujourd'hui, et même en définit comme un critère majeur. C'est-à-dire qu'elle l'invite, hein, et vous me direz, je parle sous votre, enfin, vous me corrigerez si je me trompe, mais l'OMS aujourd'hui, nous invite à intégrer finalement quelques questions pour bien connaître le patient, hein, qui est en face de nous, à bien connaître sa spiritualité, sa relation au monde, hein, et ça c'est essentiel, parce que ça invite en fait chaque être vivant à se voir comme un être de relation. Heu et donc à se questionner sur la relation, en fait, que nous avons avec le monde. Et c'est ça la spiritualité. Et donc si nous sommes coupés en permanence du monde qui nous entoure, bah, nous ne nous relationnons pas avec ce monde, et donc quelque part nous nous isolons. Et lorsqu'on s'isole, bah, on fait quoi? Bah, on déprime, on a des problèmes de relations, et puis on a toutes les pathologies qu'on peut lister très très brièvement, et qui sont le reflet quelque part, du mal de notre époque. Donc il faut faire
attention quelque part à ce listing de maladies, de pathologies, parce qu'il a tendance à nous étiqueter et à nous enfermer. C'est-à-dire que moi, si tous les jours je me réveille et on me dit, par exemple, hein, que je suis fou, je vais avoir une forte tendance à le croire C'est ça. et Ben, à me c'est vrai, construire aussi cette réalité bien et à sûr. exister par cette nature. Alors, j'emploie le mot fou, mais il pourrait être aussi avec une autre pathologie. Si on me dit Bien que je sûr. suis comme ci ou comme ça, je vais avoir tendance à m'enfermer dedans. Alors que si on nous invite justement à, comment dire? À cheminer, ah bien le chemin devient une quête. Qu'est-ce que nous voyons sur ce chemin? C'est quoi notre objectif? C'est quoi le sens de notre existence? C'est là où vient, intervenir la spiritualité, c'est de nous mettre en mouvement avec la vie et le mouvement, bah, c'est justement la vie et c'est ça qui est indispensable et qui manque peut-être aujourd'hui voilà, dans l'accompagnement au sens large. Quoique, hein, il y a des magnifiques personnes qui justement œuvrent pour cela. Mais on a besoin justement de savoir d'où on vient, qui nous sommes pour savoir où on va et une fois qu'on s'interroge sur ces questions-là, c'est parfois difficile de passer par ces étapes, mais ça nous met effectivement, dans une dynamique de santé globale qui est beaucoup plus enrichissante parce qu'on peut se questionner aussi sur: «Bah, tiens, qu'est-ce que je mange? Et puis est-ce que je fais mon yoga le matin ou mon sport? Et est-ce que je fais et qu'est-ce qui se joue dans ces rencontres aussi humaines?» Et du coup, ça nous rend en joie, en fait. Ça nous rend en joie et ça cultive une forme d'amour qui nous aide à relationner encore davantage, à nous intéresser à notre environnement, à notre jardin, à notre quartier et c'est, je pense, voilà, indispensable finalement de concevoir notre existence comme dans un écosystème, Tout à fait. l'écosystème du vivant qui ne nous isole pas et parfois c'est vrai que, j'ai pu le voir avec effectivement, ce cher Bruno, bah, la médecine l'a isolé et l'a coupé du monde et une fois coupé du monde, bah, ça devient encore plus difficile quelque part de se créer son propre chemin. C'est clair et c'est quelque chose qu'on retrouve, très couramment, chez les personnes, voilà, qui traversent ce genre d'expérience. Cet isolement, et il y a rien de pire à mon avis que d'être isolé, hein, voilà. Ah bah, oui, c'est pour ça qu'on appelle une prison, ouais. C'est C'est que vrai. c'est voilà, c'est quelque chose qui est pesant, qui amène une forme de culpabilisation, de souffrance terrible et c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur beaucoup de choses, hein, en partant de là, sur le sens des prisons, sur le sens de la folie et sur finalement comment on aide les gens à mieux cheminer, pour justement, guérir, se guérir eux-mêmes, mais guérir aussi le monde et à participer à cette guérison du monde. Le meilleur moyen, de cela, bah, c'est de se considérer, voilà, comme un être, imparfait, comme un être, blessé qui chemine, qui, se questionne sur lui-même, qui se questionne sur la vie et qui, voilà, n'hésite pas néanmoins, à aider les autres, mais à savoir aussi que, il le fait non pas par projection, mais par altruisme. Ça nous invite à penser à nous-mêmes et c'est, on va dire un juste équilibre entre beaucoup de notions qu'il faut savoir appréhender et et bon, c'est l'aventure d'une vie en même temps et c'est ça qui est génial, hein. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on a tendance à se battre contre la maladie, à vouloir éradiquer les symptômes, plutôt que finalement à aller dans un système de prévention ou en tout cas de prendre soin de notre intérieur avec différentes techniques comme vous les évoquiez, hein, le yoga, la méditation, etc. Tous ces outils finalement qui peuvent non pas tout soigner, on est d'accord, hein, mais en tout cas participer à un état de bien-être qui rejoint finalement la définition de la santé mentale. Ouais, bah, on est vraiment sur des logiques qui sont complémentaires ou préventives. Vous avez employé aussi le bon mot. C'est vrai qu'en général, on va voir le médecin quand on est malade. Heu, dans certaines cultures, on va voir le médecin, quand tout va bien, juste pour qu'il nous conseille justement sur comment préserver cette harmonie et s'il fait pas bien son boulot, on le paye pas. Alors que nous, effectivement, on est dans une logique où on va consommer des produits, médicamenteux, et finalement le système va s'enrichir quelque part sur le dos de la maladie. Alors là, je parle juste d'un point de vue, de dynamique, hein, mais c'est la dynamique qui porte notre système
Et c'est vrai que la dynamique qui serait peut-être plus vertueuse, ce serait de soutenir aussi un modèle où finalement, bah, la bonne santé, l'harmonie, est mis au centre du jeu et finalement, bah, tout le monde s'enrichit quand le monde va bien et pas l'inverse. Et ça changerait, beaucoup de choses. Hmm. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie peut-être d'ajouter quelque chose pour conclure? Bah, merci, déjà de m'avoir invité, c'était un beau moment et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je je sais pas. Quelles questions vous pourriez me poser pour, que je puisse terminer cet entretien? C'est Non, moi, ce que peut-être que la seule chose que j'aurais envie d'ajouter, c'est que euh, visiblement, 2025 va être, la santé mentale en tout cas en 2025 va être la grande cause nationale. Et je souhaite sincèrement que votre documentaire que j'ai trouvé extrêmement juste, voilà, authentique et humain, bah, ouais, j'aurais juste envie finalement qu'il soit diffusé durant ces campagnes de sensibilisation et de prévention contre la stigmatisation, voilà, parce qu'avant tout, bah, derrière, il y a un être humain sensible, voilà. Bah, c'est vrai que ce qui m'a touché durant ce film, c'est la rencontre, en fait. La rencontre avec ce cher Bruno et où je me suis placé, non pas au-dessus de lui, mais à la même hauteur en essayant de le comprendre et n'étant pas professionnel justement et n'ayant pas de santé et n'ayant pas, 1000 et une préconceptions justement sur, son histoire, sur sa pathologie, bah, je me suis dit: «Essayons de l'écouter, essayons de prendre un petit peu de recul, essayons d'écouter d'autres praticiens, essayons de voir justement les choses dans leur ensemble tout en restant dans son histoire, dans son tunnel de réalité», pour justement mieux comprendre l'autre. On dit toujours: bah, mets-toi à la place de l'autre pour bien le comprendre. Mais ça nécessite quelque part de prendre son regard et de le mettre réellement, hem, sur le visage de l'autre pour voir quel tunnel de réalité s'ouvre à lui. Et c'est vraiment le sens de ce film. On s'est mis à son hauteur et puis on est resté quelque part dans sa bulle et bah, ouais, je vous encourage, à regarder ce film parce qu'il nous a, énormément, émus avec toute l'équipe. On est resté 7 ans à ses côtés. C'est un film totalement expérimental, hein, ne nous le cachons pas. J'aurais jamais pu produire ce film si c'était pas moi qui réalisais parce que j'aurais eu très peu confiance en finalement sa capacité à aboutir. Moi, je me suis dit: «Bon, c'est ma folie à moi, je l'assume personnellement», mais sinon, c'est vrai que c'est le genre de film qui est peu banal, mais qu'on s'autorise avec, l'INRES et avec Inexploré, parce qu'on considère, bah, que l'INRES, c'est aussi un laboratoire, d'idées, de recherche, d'expériences et que, bah, voilà, on doit pouvoir finalement faire la lumière sur ce qui se joue, derrière certains troubles psychiques aussi, surtout quand ils ont une passerelle assez évidente avec un décryptage, invisible et c'est vrai que les cas de dissociation posent réellement question donc, sur toutes celles et ceux qui se posent des questions sur la dépersonnalisation, bah, regardez ce film parce que peut-être ça vous ouvrira, des horizons, nouveaux. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à vous Audrey et puis, à bientôt. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.